Comme on le dit en Afrique, quand Dieu fait ton palabre, tu n'as même pas besoin d'enlever ta chemise. Il nous aurait fallu cette crise ukrainienne pour mieux comprendre le monde ou du moins le système dans lequel nous vivons. L'expression « à quelque chose malheur est bon » trouve ici tout son sens, et c'est pas la diplomate russe Katia Kopylova qui nous dira le contraire. Le processus qu'on est en train de vivre aujourd'hui est beaucoup plus puissant, 1000 fois plus puissant je dirais, et plus fondamental que la disparition de l'URSS. En fait, la disparition de l'URSS a été avant tout une humiliation pour la nation russe et l'a entraîné la désagrégation de son territoire et le rétrécissement de sa zone d'influence. Elle a aussi provoqué un déséquilibre dans la communauté internationale, étant donné qu'elle a supprimé le seul pays capable de faire contrepoids aux États-Unis et d'encadrer sa puissance. Mais ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine va au-delà d'un simple affrontement militaire. C'est très important de le comprendre. En fait, ce qui a commencé et ce qui a été envisagé au départ comme une espèce d'intervention humanitaire pour faire cesser les violations massives des droits de l'homme dont étaient victimes les habitants de l'Est de l'Ukraine à l'époque, a accéléré un processus qui signe la fin du monde occidentalocentrique, c'est-à-dire le monde qui existe à peu près depuis la Grèce antique. Je dis bien accéléré et non déclenché, puisque c'est un processus à la fois naturel, mais qui a aussi été accéléré par une succession d'erreurs de calcul de la part des Occidentaux. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit tout simplement que le roi Occident est nu, qu'il ne commande plus à travers la planète. Il a complètement échoué à imposer aux autres États sa volonté d'isoler la Russie. Il est obligé de quémander à genoux des ristournes sur les matières premières aux pays du Maghreb et du Golfe. La paupérisation est galopante. La dette est colossale. Sur le plan monétaire, l'opération russe a fait sauter le tabou qui était le commerce en monnaie nationale et non en dollars. Et sur le plan des valeurs, l'Occident s'est complètement décrédibilisé en tant que défenseur des droits de l'homme. Et si vous voulez, toutes ces gesticulations sous forme de sanctions, d'appels à créer un tribunal pour juger la Russie, de tout chahut-bahut médiatique, de faits grossiers, mais aussi de sérieuses querelles internes au sein du bloc occidental sont des spasmes d'agonie. Lisez la définition du mot agonie, c'est un état transitoire correspondant aux derniers instants de la vie et qui peut prendre l'apparence d'une lutte contre la mort lorsqu'il s'accompagne d'une agitation convulsive ou de réactions psychologiques telles que peur ou refus. Et c'est exactement ce à quoi on est en train d'assister. Quand je dis mort, j'entends en termes d'influence, en termes d'identité, une mort sociale. Cela semble vous réjouir. Je suis une diplomate, pas une sainte. Ce conflit entre la Russie et l'Ukraine se terminera bien un jour par un traité qui sera négocié. Quelle sera la base juridique de ce traité, vu que le droit international est aujourd'hui, malgré tout, assez mal en point? Le droit international moderne est le produit de l'évolution de la culture et de l'histoire, essentiellement européenne, qui prend racine au XVIIe et XIXe siècle. Ses caractéristiques principales, les trois caractéristiques principales étaient les suivantes. Le droit international a été utilisé pour consacrer la distinction entre les États civilisés d'un côté et les peuples, communautés et nations non civilisés de l'autre. Les civilisés étant les États européens et les non civilisés le reste du monde. Et pour protéger et perpétuer cette distinction. Première chose. Deuxième chose, bien que les États européens ne niassent pas l'existence d'autres pays au-delà de leurs frontières, leur personnalité juridique ne pouvait pas être considérée comme égale à celle des États du monde civilisé européen. Et du point de vue des Européens, devenir civilisé, ça voulait dire devenir comme un État européen. Et in fine, la décision finale d'accorder ce statut revenait exclusivement aux États civilisés, entre guillemets, européens. Ce qui, dans la pratique, voulait dire que les États tels que la Chine, le Japon ou la Turquie ne pourraient jamais devenir civilisés, ne pouvaient jamais appartenir à ce monde
européens. Et troisième caractéristique, le droit international servait à justifier la légitimité de l'existence et de l'expansion des empires et de leurs possessions coloniales. Les concepts tels que souveraineté et civilisation se référaient exclusivement aux États européens et ces États étaient les seuls à définir leur contenu, les critères, les standards de civilisation et de souveraineté. La souveraineté, par exemple, des colonies était hors de question. Et les relations entre les empires et leurs possessions coloniales étaient fondées sur le droit constitutionnel interne des empires. Et les relations entre les colonies n'étaient pas régies par le droit international. Donc, ainsi, le droit international de l'Europe et l'ordre juridique mondial fondé sur celui-ci visaient à garantir la suprématie de l'Europe sur le reste du monde. Arrive le XXe siècle, et au XXe siècle, les choses n'ont pas fondamentalement changé. En fait, l'idée de la suprématie et de la supériorité des États européens sur le reste du monde est restée intacte, bien que le centre de cette Europe se soit déplacé vers les États-Unis. Les positions de départ des grandes puissances lors de la création de l'ONU ont été différentes, d'où les divergences dans la compréhension du droit international et des articles de la Charte des Nations Unies. Par exemple, pensez-y, la France et la Grande-Bretagne ont travaillé sur les concepts d'égalité souveraine des États tout en restant des empires coloniaux. Pour l'URSS et la Chine, les normes impératives du droit international avaient cette signification progressiste qui sera ultérieurement consacrée dans la déclaration de 1970 sur les principes du droit international, tandis que pour la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, les normes impératives du droit international signifient littéralement, comme la pratique ultérieure l'a montré, égalité souveraine entre leurs États, respect de bonne foi des obligations envers leurs États, non-recours à la force vis-à-vis de leurs États, non-ingérence dans leurs affaires intérieures, règlement pacifique des différends entre leurs États, etc. Donc ils ne reconnaissent pas les autres États comme leurs égaux. Et la légalité des actions de ces États-là, elle est jugée au travers du prisme du regard des États occidentaux avec à la tête les États-Unis d'Amérique. La consécration dans la Charte des Nations Unies des fondements de l'ordre juridique mondial n'a pas conduit à l'abolition de la politique et de la pratique de la dépendance coloniale, ni à l'interdiction de la guerre à grande échelle, ni à l'interdiction du recours à la force armée, ni à l'interdiction de la discrimination. Dans une mesure plus ou moins grande, toutes ces pratiques ont subsisté sous de nouvelles formes. Par exemple, la dépendance économique a remplacé le colonialisme classique. Les interventions militaires et le parrainage d'organisations terroristes a remplacé le recours à la force armée pour s'immiscer dans les affaires intérieures des États, etc. Et ces pratiques, cet état des choses, ne sont pas regardées comme défaillants, comme une défaillance du droit international, mais plutôt comme quelque chose de normal, puisque c'est exactement le contenu que les États occidentaux recherchaient dès le départ. Au concept d'ordre juridique universel, de communauté internationale, de valeurs et d'intérêts communs, se substituent les valeurs et les intérêts d'un petit groupe d'États. Et l'opposition à ces valeurs est considérée comme une menace pour l'humanité tout entière, pour le monde dans son ensemble. Les États occidentaux contournent les normes impératives du droit international en redéfinissant l'objectif, c'est-à-dire que on ne dit plus interdiction de recourir à la force armée, on dit lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. On ne dit plus interdiction de refuser au peuple le droit à l'autodétermination, on dit maintien de l'intégrité territoriale. On ne dit plus interdiction de s'immiscer dans les affaires internes des autres États, on dit responsabilité de protéger. En fait, comme les actes des États-Unis et des pays occidentaux sont clairement en contradiction avec le contenu littéral du droit international, un nouveau concept a été inventé qui s'appelle l'ordre fondé sur des règles, c'est-à-dire un ensemble de règles et de principes de nature et de caractère non juridique qui a pour vocation de justifier les actes des États exclusivement occidentaux.
et au sein d'un groupe d'États restreint, l'ordre fondé sur des règles est perçu comme un régulateur nécessaire, raisonnable et opportun des rapports internationaux. Mais dès qu'il s'agit d'étendre son action aux États en dehors de ce groupe, c'est là que les problèmes commencent, c'est là que ça donne lieu à des conflits. Et donc il y a deux groupes d'États et deux approches vis-à-vis de l'ordre juridique mondial. Le premier qui reconnaît, qui admet l'existence de l'ordre fondé sur des règles et s'y soumet, et l'autre qui le nie, ou pour le moins qui refuse de se l'approprier parce qu'il tient au respect rigoureux des normes fondamentales du droit international. Donc deux systèmes parallèles et distincts du droit international se sont formés, ayant pour seule source la charte des Nations Unies, sauf qu'elle est différente dans son interprétation. Et l'évolution la plus probable du droit international sera vers un esprit de bloc. C'est-à-dire que la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde et de nombreux autres pays reconnaîtront comme contraignants et respecteront rigoureusement les droits et obligations découlant du droit international existant et coopéreront dans un esprit d'égalité. Et il y aura les pays occidentaux, dirigés par les États-Unis, qui s'en tiendront au droit international dans leur perception, c'est-à-dire sous forme d'un ordre fondé sur des règles qui déforment à la fois les idées fondamentales de la Charte des Nations Unies et les principes impératifs du droit. Se heurter dramatiquement sous-entend que la satisfaction des uns crée une menace vitale pour les autres. C'est comme dans cette prophétie dans Harry Potter à propos de lui et de Voldemort. Et l'un devra mourir de la main de l'autre, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Je vous assure que notre situation commune en Afrique est très, très, très loin d'être si critique. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, si c'est aujourd'hui que vous découvrez notre présence en Afrique, vous avez 90 ans de retard. Notre rapprochement s'est opéré à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur le terrain de notre soutien actif au mouvement décolonial. Je vous épargne le coup du soutien désintéressé, vous ne me croirez pas et vous aurez bien raison. Évidemment que dans le contexte de l'affrontement idéologique entre l'URSS et l'Amérique, l'Afrique était un enjeu, mais n'empêche que par rapport aux politiques africaines occidentales, la nôtre avait l'avantage d'être débarrassée de tout passif et de tout préjugé et de se construire sur des bases saines. Et nous avons donc pesé de notre poids de grande puissance pour faire accepter la consécration dans la Charte des Nations Unies des principes d'autodétermination, d'égalité souveraine et de non-discrimination. Et c'est encore sous notre impulsion qu'a été adoptée la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux peuples et aux pays coloniaux, en dépit de l'opposition des puissances coloniales comme la France qui considérait que les colonies n'étaient pas prêtes pour l'indépendance. Et ces déclarations a proclamé que tout colonialisme, toutes les ségrégations, toutes les discriminations devaient prendre fin. Et elle a donné un puissant élan au mouvement de libération partout dans le monde et notamment en Afrique. L'URSS et les pays du bloc communiste saisissaient toutes les occasions pour défendre dans les instances internationales les intérêts, les souhaits légitimes des combattants contre le colonialisme. C'est pour ce qui est du volet politico-légal de notre politique africaine. Maintenant, le volet idéologico-culturel. L'URSS et les pays dans l'orbite de l'influence soviétique ont engagé un vaste réseau d'universités à offrir des bourses d'études et des exemptions des frais de scolarité aux étudiants africains qui venaient se former chez nous au métier d'ingénieur, de médecin, apprendre la langue pour ensuite mettre ces compétences au service de leur pays d'origine. Les délégations de jeunes Africains, étudiant notamment dans des universités occidentales, ont toujours été à l'honneur lors des festivals et des conférences de jeunesse en Union soviétique. Le système de gouvernance soviétique exerçait une certaine attractivité
sur les peuples d'Afrique, et notamment l'exemple de l'industrialisation rapide de l'URSS les a convaincus que des progrès matériels rapides étaient possibles, même dans des régions initialement très en retard sur l'Occident. Et même les intellectuels africains qui étudiaient en Grande-Bretagne et en France étaient sensibles aux solutions socialistes pour la modernisation de l'Afrique. Donc vous voyez, c'est une erreur de penser que notre intérêt pour l'Afrique est tout récent. Notre politique actuelle s'inscrit dans la continuité de cette politique-là. Et pour ce qui est des intérêts concurrents de la France, toute concurrence a des vertus. Et plus globalement, pour ce qui est des relations entre la Russie et l'Afrique, elles sont beaucoup plus anciennes. Et je ne sais pas si vous savez, mais notre plus grande figure littéraire, Alexandre Pouchkine, avait un arrière-grand-père qui était africain, Abraham Hannibal. Lui et quelques autres enfants noirs ont été sauvés de l'esclavage par Pierre le Grand. Et les Noirs étaient à l'époque considérés en Europe comme inaptes au savoir. Et Pierre voulait au contraire démontrer que ces enfants étaient autant doués pour les sciences et les arts que leurs camarades russes. Il était persuadé de la supériorité de l'acquis par rapport à l'inné, et il pensait que tout le monde en fait pouvait s'élever dans la société grâce à l'éducation. Et effectivement, Hannibal a fait de brillantes études, il a appris plusieurs langues, il a révélé de grandes dispositions dans les mathématiques et s'est avéré un grand serviteur de l'État. Voltaire l'appelait même l'étoile noire des Lumières. Vous voyez, déjà à l'époque, au XVIIIe siècle, nous n'avions pas le même regard sur l'Afrique et les Africains que les Occidentaux.